et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du décryptage du dimanche c'est politique. Bienvenue à tous. Évidemment, cet exercice, c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs, toutes nos téléspectatrices aussi, ceux qui nous suivent sur les différents canaux classiques comme numériques. Voilà, alors je rappelle que nous démarrons ce plateau par le décryptage de toutes les analyses de ce matin sur l'entretien, le duel et également l'hebdo des éditorialistes. L'entretien sera notre plat de résistance puisqu'il s'agit de la problématique de la paix, mais nous allons parler du duel et de l'hebdo des éditorialistes. Ces deux plateaux ont consacré les échanges sur ce rejet, je vais dire, du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire Les Démocrates a rejeté ce rapport. Alors, selon les explications de M. Montior ce matin sur le duel, eh bien, ils ont reçu ce rapport le jour même du vote, donc normal qu'ils le rejettent. La mouvance aussi n'a-t-elle pas aussi, Agapit Napoléon Maforican, à apporter de l'eau au moulin de l'opposition qui la tasse de vassal pratiquement? D'abord, il faut quand même déplorer le ton, le style de M. Montior. Je pense que c'est agressif. Il est agressif, péremptoire, c'est comme un donneur de leçons et ça manque de respect aux autres. Lui parle des députés, lui ne l'est pas. Il n'a pas encore cette chance de l'être. Je pense qu'il devait avoir l'humilité et surtout le respect de la République. Je pense que ça a manqué. Je ne pense pas que ce soit l'actif du Parti des démocrates. Oui, on ne va pas demander au Parti des démocrates d'applaudir la majorité parlementaire. Non, ils sont une minorité, ils sont de l'opposition. Ils sont minoritaires, donc leur désidérata ne passe pas. Et ça les énerve, c'est humain, on peut comprendre. Mais quand on a un lexique comme celui de M. Montior, c'est déplorable, parce qu'il a quand même des enfants qui l'ont regardé. Mais c'est pas nouveau, Agapit Napoléon. Oui, c'est vrai, mais qu'il entre dans ce lexique. Mais lui, il a montré sa haine viscérale, si je peux oser le dire. C'était vraiment... Voilà, donc je trouve que c'est indécent. C'est à la limite de l'indécence. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'un responsable puisse se permettre ce type cette manière d'intervenir. On dirait du Mélenchon en pire. C'est du Mélenchon dans une version encore pire. Même Jean-Marie Le Pen était plus poli, plus correct, plus contenu, plus que ce qu'on a vu. Donc, je pense que oui, l'opposition doit jouer son rôle. Ça, c'est important, mais il faudrait encore que nous respections. Le vivre ensemble oblige à avoir des bonnes postures. Et lorsque vous critiquez des postures et que vous-même vous mettez dans ce que j'ai vu, ce que nous avons regardé dans ce duel, franchement, je ne sais pas si... on en a marre, en fait. On peut comprendre. Mais lorsqu'il dit que le rapport du président est déposé le jour même, est-ce que dans le règlement intérieur, il y a un délai? S'il y a un délai, ils n'ont qu'à opposer le délai au président de l'Assemblée. Mais il dit non, c'est ce qu'on faisait sous l'autre mandature, parce que il était sourd, il était aveugle. Mais c'est une injure. Dire que quelqu'un est sourd, il est aveugle, mais c'est une injure. Il parle aux députés. Il parle aux députés. Même s'il parlait à ses enfants, il ne devrait pas se le permettre. Il n'est pas régent des enfants. Donc, du coup, je pense qu'il y a un problème d'éducation de notre classe politique qu'il va falloir gérer. Moi, je ne pense pas qu'on puisse se permettre ces choses-là, ces manières d'intervenir, même lorsque on a envie de critiquer. Le français nous donne une variété de lexiques. Qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'en utiliser les plus bordéliques. Je ne trouve pas que ce soit une très bonne chose. Mais là, quand on a fini de dire ça sur le comportement, mais est-ce qu'on peut exposer un rapport le jour? C'est pas aussi bien, Agapit Napoléon Maforican. Je ne sais pas. Il y a des pratiques parlementaires, je ne sais pas à quel moment... On doit lire un document avant de pouvoir le valider. Je ne sais pas à quel moment le président de l'Assemblée nationale a déposé son rapport. Mais je ne pense pas que le rapport du président de l'Assemblée nationale soit une thèse à étudier. Ils ont tous participé à l'activité parlementaire. Le rapport du président de l'Assemblée nationale n'est pas autre chose, n'est autre chose que ce qu'ils ont fait ensemble. Donc, du coup, dans les missions parlementaires, ils sont représentés. Le président ne voyage pas sans que les différents groupes soient... Donc, je ne sais pas. Est-ce que quelque chose s'est passé qui soit étranger à ça? Moi, je ne sais pas. Si les usages parlementaires interdisent que ce soit déposé le jour même, on peut comprendre, mais si ce n'est pas interdit, mais il a présenté son rapport. S'il y a des points à critiquer, ils vont critiquer ces points. Mais moi, je ne suis pas surpris et les arguments évoqués ne me paraissent pas fondés.
J'ai déjà constaté que déjà en février, la législature a été installée en février. Le rapport de fin avril l'ont rejeté sans raison. Déjà. Alors que, on verrait, ils venaient d'arriver, donc ils l'ont rejeté. Donc, ils viennent de rejeter notre rapport, ils sont dans leur logique. Je ne sais pas combien de groupes de l'opposition qui ont validé les rapports du président de l'Assemblée nationale. Ils rejettent, ils votent contre toujours. Systématiquement? Systématiquement, bon, on peut compter du doigt là où c'est voté. C'est-à-dire qu'ils banalisent finalement leur vote. Après, du moment où vous votez systématiquement contre, on sait que bon, vous êtes une minorité, vous votez contre, puis bon, basta, on circule. Non, non, l'information aurait été que la mouvance rejetait ce rapport. Là, donc, si la majorité parlementaire avait rejeté le rapport, il y aurait eu information. Donc, moi, je pense qu'on parle beaucoup sur un non-événement. L'opposition, la minorité parlementaire qui est de l'opposition rejette le rapport du président de l'Assemblée nationale. Il a fait quelque peu l'amalgame, hein. Je voudrais bien qu'on fasse la pédagogie là-dessus. Il disait que tant que les députés ne vont pas s'intéresser aux questions des populations, eh bien, eux, ils vont toujours rejeter le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Nous, on lui a posé la question, mais c'est le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale et non celui du chef de l'État. Donc, du coup, les députés sont-ils là pour valider que des rapports qui parlent des populations? Voilà la grosse interrogation à Capitale. Je vous ai dit qu'il a évoqué des raisons fallacieuses et que bon, voilà, il fallait bien dire quelque chose. Mais pour un Parlement, pour des gens qui ont fait campagne en disant qu'ils vont changer toutes les lois, ils vont libérer les détenus, ils vont, je ne sais pas, ramener la situation d'avant 2016, vous comprenez qu'ils puissent être toujours dans la même confusion. Hein, c'est ça le problème. Bon, peut-être que monsieur ne connaît pas suffisamment la fonction des députés. Il va falloir peut-être qu'il relise la Constitution pour mieux comprendre cette partie-là. Ou bien l'honorable Mitokpa ne l'a pas suffisamment briefé. Je pense que la prochaine fois, le Parti des démocrates a quand même des gens qui savent dire ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils veulent dire, bien le dire. Le rôle du Parlement n'est pas de transformer la vie des populations. Le rôle du Parlement, c'est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. À la limite, consentir à l'impôt, mais l'impôt, c'est par la loi. Donc, c'est voter la loi et donc de contrôler l'action du gouvernement. Et là, ils ont posé plein de questions au gouvernement. Mais ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui est le gouvernement. Le rapport du président de l'Assemblée nationale n'est pas le rapport du gouvernement. Donc, du coup, je ne vois pas, c'est vraiment, c'est un amalgame bien piteux et désolant. Qui étale encore, s'il en est besoin, l'incohérence d'une certaine classe politique qui ne comprend pas. L'opposition, ce n'est pas du verbiage. L'opposition doit pouvoir se fonder sur des actions cohérentes qui puissent attirer. Mais c'est l'opposition fanfan, un peu où on a envie de faire du spectacle, du show. Moi, je trouve que c'est déplorable. Et puis, dans un pays comme le nôtre, un pays développé, l'opposition doit se donner une bonne posture, une posture positive, une posture constructive. Ça ne veut pas dire que c'est une posture de compromission. On peut dire les choses de manière différente. On peut critiquer un rapport et le voter en disant tel aspect, tel aspect, tel aspect. On peut même s'abstenir. On m'en a compris. Mais vous avez voyagé, vous avez pris vos émoluments. Et puis bon, ils ont déjà voté contre leur propre budget, alors qu'ils perçoivent, leurs responsables roulent les véhicules de fonction, ils perçoivent leurs émoluments de députés, ils ont accepté les décorations de la République. Alors donc, finalement, il y a une telle incohérence dans tous ces comportements que c'est pas ça l'opposition. Je parle de l'opposition doit se fonder sur quelque chose de plus cohérent, hein, qui puisse fonder et qui puisse être lisible, pratique. C'est comme ça que ça peut impacter. Mais tel que ça a fonctionné, et ça fonctionne depuis le début. Ils pensent que, bon, voilà, ils sont au Parlement, c'est eux qui animent le Parlement. Non, mais le Parlement est à sa le Parlement est à sa 9e législature. Oui. Ils ne sont pas les premiers, là. J'ai l'impression qu'ils pensent que c'est la première fois qu'il y a eu l'opposition au Parlement. On a connu même qu'ils voulaient profiter du bilan d'Adrien Ngwedji pour le destituer en 93. Ça n'a pas fonctionné. Donc, alors, il dit que vous la voulez interpréter Ngwedji. C'était une mauvaise comparaison quand même, mais l'idée derrière... Moi, je trouve que c'est du compliment. Ngwedji a dirigé l'Assemblée nationale 3 fois. Dans l'histoire de notre République, personne n'a eu ce bonheur. Donc c'est déjà ça. Donc s'il dit que c'est bravoure à ça, deuxième pas. C'est prémonitoire. Donc il a pété Ngwedji, bon, il dit 2 fois. Donc voilà une son interprétation est autre. Allons-y. Ngwedji on a beau tout dire.
Mbodji est une personnalité donc, qui restera longtemps gravée dans l'histoire du Bénin. Et qu'est-ce que Mbodji, il a parlé de Laurent Gbagbo. Les lois dont on parle ont été votées à l'unanimité ou à 1 ou 2 voix près. Donc toute l'opposition, son camp à lui a voté la loi. C'est ça le problème. Alors il a cité seulement 2 noms à l'Agbé et Mitopé, et c'est tout. Mais la 7e législature, donc c'est ça qu'il y a d'amalgame, il y a de l'incohérence. Hein? Il y a eu une absence totale de lecture. Il y a eu une méconnaissance notoire des règles de fonctionnement de l'histoire du Parlement. Sinon, donc, du coup, on ne peut pas exposer ça. Adrien Mbodji, la 7e législature de l'Assemblée nationale a voté des lois de réforme qui ont été des lois votées par tous, à l'unanimité ou à 1 ou 2 voix près. Donc, la loi majeure qu'ils ont rejetée, c'est la révision de la Constitution à 1 voix près. Donc, en termes de majorité, les 2 tiers, la majorité qualifiée attendue n'a pu être réunie pour permettre que le Parlement modifie ou amende la Constitution. Et c'était ça en avril 2017. Mais après, les lois de réforme, que ce soit au niveau de la charte des partis politiques, que ce soit au niveau du code électoral, c'était voté à une très large majorité, à l'unanimité ou à 1 ou 2 voix près. Donc, aujourd'hui, parler de Mbodji, je ne sais pas de quel Mbodji il parle, pour montrer qu'il est un petit, enfin, que l'autre, qu'on l'a voté, et il dit quelle est sa vie aujourd'hui. Mais quelle est la vie de Mbodji aujourd'hui? Mbodji vit mieux. C'est un patriarche, un octogénaire qui est dans sa retraite. Je ne vois pas en quoi... Il voit la disparition de son parti politique. Non, son parti politique, son absorption par... Son parti politique est membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Et c'est Le Renouveau est venu parce que le PRD a adhéré. On n'a pas vu. Les autres partis qui sont restés, qui sont entrés dans ces unions, n'ont pas eu ce qu'André Mbodji a eu en entrant dans l'UP. L'UP a dû modifier son baobab et a dû modifier son sigle. Et son appellation. L'UP a dû modifier, a dû orner son baobab d'arc-en-ciel et a dû ajouter le haut renouveau à l'appellation. Peut-être que M. Montio ignore ça, mais donc il ne faut pas qu'il l'ignore. Donc, quand on demande mais quelle est la vie d'Adrien Mbodji aujourd'hui, il n'est pas en exil. Il n'est pas en exil. Au contraire, c'est un octogénaire, donc un patriarche qui a dirigé 3 fois l'Assemblée nationale et qui a repositionné son parti, hein, qui était un parti vieillissant, sur la place de la classe politique, un parti qui n'a pas su peut-être créer, disons, la dynamique de succession, mais un parti qui est resté historique et qui a retracé son histoire en entrant. Un parti qui nous a permis, en 2019, de ne pas entrer dans la logique de violence dont le camp de M. Moutchor a été le meneur, c'est-à-dire que les violences, les brutalités, les voies de fait sur les personnes et les biens, donc les attaques aux biens, tout ça qu'on a connu en 2019 et 2021 ne sont pas des choses normales. Et si le PRD, ils en veulent à Mbodji parce que le PRD n'est pas entré dans ce jeu à Porto Novo, parce qu'ils pensaient que si le PRD entrait, on allait montrer que bon voilà, tout le BD est contre les réformes de talent. Enfin, ils n'ont pas eu ce border, ils l'ont encore mauvaise jusqu'à aujourd'hui. Ils sont minoritaires au Parlement, ils ont fait une campagne pour pouvoir dire bon, ils vont libérer les gens, ils vont changer les lois, ils vont revenir à la situation de 2015. Ils n'ont rien gagné de tout ça. Non, son angle d'analyse à lui, c'était que le PRD ne s'était pas aligné. Et puis bon, évidemment, ils n'ont pas pu prendre part aux législatives de 2019. Oui, c'est ça que je dis. Mais ils n'ont pas brûlé. C'est la différence entre eux. C'est ça que je dis. C'est la différence. Et c'est ça. Ils l'ont mauvaise parce que justement, ils auraient aimé peut-être que le PRD brûle comme eux, agresse comme eux, violente comme eux. Ils n'ont pas eu ça. Et bloquent comme eux. Heureusement d'ailleurs. Donc, je pense que la comparaison avec de Flavono avec Mbodji est plutôt un compliment à Flavono parce que Mbodji est... Bon, ça c'est votre interprétation à vous. Non, au niveau du Parlement, Mbodji est éminentissime. Absolument. Au niveau du Parlement. Après, il n'a pas pu gagner l'élection présidentielle. Ça, on peut le dire. Au niveau du PRD, on peut dire ce que... On peut peut-être ne pas être totalement d'accord avec ces options. Mais cela dit, si on doit faire le point aujourd'hui, c'est que moi, j'ai déjà eu à le dire. Adrien Mbodji est un homme de paix. Adrien Mbodji a construit la paix il a construit toute sa carrière politique sur
la construction de la paix, la préservation de la paix. Lorsqu'il a compris, à chaque fois, quand il voit que l'intérêt, que la paix est menacée, il baisse la garde un peu, il abandonne ses propres combats. On l'a vu en 2011, lorsqu'il était candidat contre Bolignaï, pendant que certains voudraient qu'il fasse la guerre, il rejette les résultats et qu'il bloque les trucs. Il a peut-être fait un discours dans leur sens, après il a disparu tranquillement de la scène. Je pense que si on fait le point, parce que M. Moncho peut-être a besoin qu'on lui fasse un peu le point de la carrière de Maître Diambodji. Je ne suis pas un admirateur particulier de Maître Mbodji, mais je suis un analyste politique. Oui. Donc, je pense que les faits sont là, on devrait pouvoir célébrer Maître Diambodji par rapport à la culture de la paix, par rapport à la personnalité qu'il est, ou qu'il fut au niveau de notre Parlement, par rapport à un certain nombre de choses. C'est lui qui a délégué au Parlement à Bruno Amoussou dans la première législature et à Tsaka Lafia à la troisième législature, le privilège donc de donateur du budget du Parlement. Donc c'est quelqu'un qui a une vision de l'État différente de beaucoup aujourd'hui, surtout de la jeune classe politique. Comme je le dis, je ne suis pas un admirateur particulier du président Adrien, mais je pense que l'honnêteté voudrait quand même qu'on lui rende ce témoignage. Et donc, je voudrais que M. Moncho essaye de faire le même exercice. Voilà. On va sortir de ce débat avec cette interrogation Agapit Napoléon Mafoikan, avec ce rejet tous azimuts de l'opposition. Est-ce qu'ils ne vont pas finir par rendre pratiquement inutile, je le mets entre griffes, leur présence au Parlement? Je vous ai dit qu'ils ont galvaudé le système. C'est pas que eux, vous voyez, déjà même les oppositions, vous allez voir, ils vont voter contre le budget de l'État, ils vont voter contre... Enfin, ils sont dans une posture que pratiquement on anticipe. Finalement, ils ne servent à rien. Ils vont poser plein de questions au gouvernement. Leur droit, oui, droit. Oui, c'est vrai. Mais lorsque vous en posez, quand il y a une pléthore de... Éric Oundété en a posé tellement à Yahi. Aujourd'hui, il est à côté de Yahi. Oui. Enfin, demandez à combien de... Les questions qu'il a posées ont eu quel impact sur la qualité de la gouvernance Yahi. Mais lui, il l'aurait posé. Oui, d'accord, mais quel est l'impact sur le devenir de la population, sur la vie de la population? Moi, j'ai regardé les réponses des ministres par rapport à la situation, à ce qui s'est passé à Dassa, à l'accident. Mais la réplique était de mauvais goût. C'est-à-dire qu'on a envie d'en découdre. On a envie de dire, non, il faut respecter. L'opposition, ce n'est pas la langue de guerre. Ce n'est pas une posture de guerre. L'opposition doit se fonder sur la raison. Vous ne pouvez pas ambitionner, exercer un mandat et vous montrer totalement discourtois envers ceux qui sont là. Je trouve que l'opposition peut mieux se reconstruire. Est-ce qu'on impose la courtoisie aussi? Ce sera la question. Mais c'est la chose des gens civilisés, non? Plus ou moins, je vais dire. C'est le minimum qu'on peut. Plus ou moins, être discourtois pose un problème d'éducation quand même. Être discourtois envers l'autre pose un problème d'éducation. On se doit respect mutuellement. Je pense que c'est la moindre des choses dans une société de gens bien, à mon humble avis. Et les Béninois sont des gens bien. Et donc, du coup, ce type de posture. Il y a forcément une frange qui doit se retrouver dans leur posture. On ne peut pas créer tout de suite un rose sur ça. Non. Mais on peut critiquer ça. Bien sûr. Ah, mais bon, donc c'est ce que moi je fais. Je pense qu'il faut éduquer les enfants. Il faut éduquer là. Lorsque vous passez sur les écrans, lorsque vous vous adressez à une foule, à un groupe, il faut toujours savoir que tout est calculé, tout est analysé, tout est géré. Donc les postures, ce que nous disons, mais ça va se retrouver contre lui demain peut-être. Imaginez qu'il devient ministre de quelque chose demain, pourquoi pas? Il en a le talent. Il devient ministre et puis bon, comment il va imposer le respect? Comment il va inspirer le respect et la courtoisie lorsqu'il est si discourtois? Voilà la question. Je pense qu'il faut que la classe politique puisse être une classe politique qui fasse la pédagogie, un modèle de l'exemplarité, une classe politique responsable. Et ça n'empêche pas
de faire son opposition tranquillement. Avec cette posture des démocrates, Agapit Napoléon Bafouécan, est-ce que cela n'inime pas quelque peu leur combat pour voir les leurs, ces personnalités-là dont ils citent les noms, sortir de nos geôles? Je l'avais déjà dit lorsqu'ils ont rejeté le rapport du président de l'Assemblée nationale, parce qu'au même moment, ils ont fait une conférence de presse pour dire qu'ils vont déposer une loi, avec une proposition de loi d'amnistie pour ces personnalités. Je disais, mais qui n'a pas envie de voir ces personnalités libres de leur mouvement? C'est des gens de valeur, de certaines valeurs. C'est des personnalités de notre société. Et donc, on ne peut pas être content de les voir en prison. Des gens qui sont sur des intellectuels de ce niveau, leur place n'est pas en prison. Mais la loi leur reproche des choses. C'est notre loi. Le tribunal, c'est notre tribunal. Le respect qu'on doit à la République voudrait de respecter ces décisions, même si peut-être on n'est pas d'accord. Alors, lorsqu'on les respecte, on peut se battre pour changer l'ordre, c'est-à-dire à la loyale, et à la régulière. Et donc, en déposant cette proposition de loi d'amnistie, les démocrates sont dans leur dynamique politique. Mais si vous faites ça, vous comptez sur qui? Si vous n'avez que 28 députés, vous êtes la minorité parlementaire. Alors, vous voulez une action et son succès. Vous ne pouvez qu'aller faire l'âne pour avoir le foin. Il n'y a que ça, on est en politique, on ne se fait pas du cadeau. Donc, si vous refusez de faire l'âne, vous ne pouvez pas avoir du foin. Est-ce qu'on va faire l'âne tout le temps aussi? Depuis quand les démocrates ont déjà fait l'âne? Depuis qu'ils sont là. Mais ils se croient plutôt au-dessus des autres. C'est eux qui jugent les autres. C'est eux qui trouvent les bons mots. C'est eux qui représentent le peuple. Le peuple devant lequel ils sont allés, ils n'ont pas pu avoir la majorité. Mais c'est eux qui le représentent. Les autres ne représentent rien. Les autres sont nommés. C'est des godillots. Eux, ils sont élus, les autres sont nommés. Ouais, donc, c'est une posture prétentieuse. Qui ne les arrange pas. Arrogante, pour être clair, quoi. C'est-à-dire que ça manque du respect de l'autre. Et dans cette posture, ils ne peuvent pas avoir gain de cause. Ils ne peuvent pas avoir. Ils comptent sur quelque chose peut-être, mais ils ne peuvent pas avoir gain de cause parce que la posture est mauvaise. Les démocrates pensent qu'ils vont réinventer un monde, mais ils oublient qu'ils ont été au pouvoir. À droit, leur leader, Boniaï, a été au pouvoir, il a fait 10 ans. Donc du coup, il a un passé politique qui ne peut pas être effacé. Il a fait de son mieux en termes de gouvernance. Absolument. Mais est-ce qu'il a tout réussi? Non. On a eu des situations difficiles. Il y a des cas, des dossiers qui sont restés en suspens aujourd'hui. Alors donc, penser que c'est eux qui vont redonner au peuple ses lettres de noblesse, mais je me dis, mais c'est fait preuve d'amnésie. Hein? Ou de prendre pour tous les autres comme des amnésiques. Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en la matière. Je pense qu'ils ont intérêt plutôt à faire leur opposition de manière responsable. L'opposition ne doit pas, on ne l'attend pas d'applaudir le pouvoir politique, vis-à-vis d'en face. Mais il faudrait qu'ils se donnent les moyens de faire une opposition responsable. Et je suis convaincu qu'ils vont rapprocher certaines positions dès l'heure. Alors, on a parlé également en pipeline sur nos plateaux aujourd'hui. Le projet a été lancé par la partie nigérienne. Il n'y avait pas de délégation du Bénin. Alors, pour nos éditorialistes ce matin, Agapit Napoléon Bafouécan, cela s'est fait à dessein peut-être pour lancer un signal fort à la CEDEAO. C'était la lecture de nos confrères. Je pense que ça fait longtemps que je disais que le pouvoir de Niamey serait un pouvoir imposé comme un pouvoir de fait. Que la CEDEAO, par son atermoiement, a encore raté une occasion de se rendre utile. C'est dommage. Les principes ont été affirmés. Il y a eu tellement de bruit. On peut dire, mais tout ça pour ça. Voilà la question qu'on peut te dire aujourd'hui. Donc, du coup, oui, les gens peuvent se dire tout ce qu'ils ont envie de dire aujourd'hui. Je pense que la CEDEAO l'aurait voulu. Et moi, je ne vois pas quand on dit que c'est un fiasco pour leur diplomatie. Je vois là où est le fiasco. Le Bénin s'est rangé dans la logique de la CEDEAO. C'était la moindre des choses. Je pense que ne pas le faire aurait été dramatique. Maintenant, aujourd'hui, le Bénin a eu le temps d'analyser. Ce n'est pas le Bénin qui préside la commission de la CEDEAO. Ce n'est pas le Bénin qui est président de la CEDEAO. Donc, le Bénin n'a pas imposé sa posture à la CEDEAO. Le Bénin a fait ce qu'il doit faire. Et on a dit, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple nigérien, par contre des populations nigériennes. Il y a une situation déplorable. Il y a regardez au Gabon. Au Gabon, il y a eu un coup d'État que tout le monde a salué, presque, dans le monde entier. Presque, je dis presque. Et pourtant, ça n'a pas empêché les États-Unis de couper l'aide.
Ça n'a pas empêché l'Union africaine de les suspendre. Donc, en réalité, il y a des postures, il y a des positions de principe. Le Bénin, je ne vais pas encore me lancer dans ce développement, a eu une position de principe qui découle des accords, des protocoles qu'il a signés, donc de son adhésion pleinement à la CEDEAO et de sa participation à l'organisation. Et donc, ce faisant, le Bénin fait ce qu'il doit faire. Bon, les autorités nigériennes également sont dans leur rôle. Et ils sont pushistes, ils veulent se maintenir, ils sont d'accord avec la CEDEAO, c'est normal. Ils vont même à l'outrance, c'est normal. À mon humble avis, on est dans des postures, chacun défend son territoire. Oui. Donc du coup, bon, alors, s'ils avaient le pouvoir de nous enlever le pipeline, c'est pas faute de ne l'avoir pas tenté ou de ne l'avoir pas voulu. Donc, mais ils n'ont pas réussi. Ils en ont besoin pour drainer leur produit à l'extérieur. Mais les relations économiques ne sont pas... Ça veut dire qu'il y a un droit économique international, ou droit international économique, donc c'est régi par un certain nombre de règles. Dans le cas d'espèces, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des relations diplomatiques pour faire circuler les affaires au niveau international. Donc du coup, je ne vois pas où est le problème. La suspension de la CEDEAO contre ce pays n'a pas encore été levée. Enfin, je n'ai pas encore entendu le contraire. Voilà, non, pas encore. Donc comment on le fait si le pays est suspendu de tout? Mais le pipeline, c'est un tunnel. Ce n'est pas le Bénin. Le Bénin ne peut pas fermer le tunnel. Ce serait contre un accord. C'est-à-dire que la frontière, le Bénin l'avait fermée. Oui. Donc, dans le respect des directives de la CEDEAO. Mais le pipeline, c'est les Nigériens qui l'ont mis en marche. Ce n'est pas le Bénin. Donc, le Bénin n'a pas agi en la matière. Et donc, c'est pour ça que je dis que ceux qui parlent de fiasco de la diplomatie, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il n'y a pas de fiasco. Les Nigériens ont mis en marche leurs produits. Qui passent par chez nous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? On allait couper le tunnel. Non, moi je ne sais pas, je pose des questions. Non, on ne peut pas couper le tunnel. Il y a les obligations de chaque partie en la matière. Il y a les droits de chaque partie en la matière. Donc, on n'est pas seul. Je pense qu'il y a la Chine aussi. Oui. Donc, je pense que c'est la Chine même qui est le gros bailleur. Bon, voilà, donc je ne pense pas. En fait, il n'y a pas de problème. Ouais, en fait, on commente tout pratiquement. On commente tout. Effectivement, si Bazoum était encore là, je suis sûr que ça se serait passé différemment. Le Bénin aurait été là au lancement. On aurait pu saluer les relations fructueuses sud-sud, les relations de bon voisinage entre le Niger et le Bénin, après l'organisation des communes Bénin-Niger qui a disparu, après les problèmes au niveau de l'île de l'été et autres. On peut saluer ce projet qui quand même relie les deux États. Donc, mais on n'est pas dans ce contexte. Le monde croit qu'on est les contextes de guerre froide. Mais tout le monde, regardez, les gens attaquent la Chine, qui n'est pas démocratique, qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais vous avez vu un président d'une puissance occidentale ne pas aller en Chine pour signer des accords? Mais on va signer des accords. C'est pas possible. Mais ils vont là-bas pour signer, ils vont avec une pléthore d'opérateurs économiques de leur pays. Mais c'est pour signer des accords. Mais vous avez beaucoup d'entreprises françaises, parfois se sont délocalisées par là-bas. Donc, ça vous dit simplement que les postures politiques et économiques ne sont pas toujours les mêmes. La position politique se traduit par une bonne relation diplomatique, la bonne circulation d'un certain nombre de mécanismes bilatéraux. Mais au niveau économique, c'est autre chose. Vous pouvez ne pas entretenir de bonnes relations diplomatiques et avoir des relations économiques. Ce n'est pas interdit lorsque les conditions, chacun connaît les limites de son action et l'étendue de ses prérogatives, il n'y a pas de problème. D'accord, donc il n'y a pas de conséquences à envisager. Au fait, chacun va exécuter son programme et puis bon, on passe à autre chose. Mais bien sûr. Voilà. Enfin, à mon humble avis, je ne pense pas qu'il puisse avoir un problème. Puis je suis convaincu que entre le Bénin et le Niger, ça va se restabiliser. Puis de toute façon, on a besoin du Niger. On a besoin que la frontière s'ouvre, que les barricades mises du côté nigérien soient levées et que les choses rentrent dans l'ordre entre le Bénin. Il y a une communauté nigérienne au Bénin. Ils sont toujours là. Et on les connaît, on se côtoie, on est des amis. Il y a une communauté béninoise au Niger. Ils sont là, ils n'ont pas été rapatriés à mon avis. Donc, les relations entre le Bénin et le Niger, à mon humble avis, vont se restabiliser. Il n'y a pas de raison. Et tout ça entre dans les expériences des relations entre les États. Il peut y avoir des moments délicats. Et puis bon, c'est quand même le procès qu'on fait au Bénin, c'est quand même un procès à tort. C'est une organisation régionale auquel le Niger fait partie,
qui a pris des décisions. Mais pourquoi on s'en prend au Bénin? Si la CEDEAO prend des décisions qui favorisent le Niger, est-ce qu'ils seront contre la CEDEAO? En tout cas, mon souhait est que cette relation reprenne très vite pour l'intérêt des deux États et surtout des deux populations. Voilà. Alors, venons-en maintenant à la problématique de la paix, Agapit Napoléon Maforican, puisque tout part de la paix. Nous avons eu M. Nyolanfou Pascal Arossi, qui était l'invité de l'entretien. Alors, à résumer cet oral, on dirait que pour M. Nyolanfou, ce qui garantit la paix, eh bien, c'est que c'est le pain, la sécurité, la liberté. C'est à l'actif. Je vais dire, l'actif des cadres et des politiques, il n'y a qu'eux qui puissent impulser cette dynamique pour qu'on parle de paix. Voilà son analyse à lui. Qu'en est-il selon vous, Agapit Napoléon Maforican? Alors, si vous résumez le problème ainsi, et chez lui-même l'a dit, je pense que dans le livre, dans l'épilogue, il a quand même évoqué que clairement que c'est une question métaphysique. Alors, si la problématique de la paix n'est pas à la hauteur des hommes, donc il est évident que c'est Dieu qui donne le pain, la sécurité et la liberté, ce qui n'est pas vrai. Dieu, il est le régent, d'accord, mais après, ça passe par les hommes. Et donc, c'est dans la qualité de la gouvernance que vous avez le pain, que vous avez la sécurité, que vous avez la liberté. Alors donc, le monde de la paix qu'il entrevoit, je pense qu'il est resté philosophe. Il a dit qu'il n'en a pas les talents de Pascal, d'accord, mais il est tout littéraire qu'il est. Je pense qu'il s'est essayé, il s'est essayé à la philosophie, en évoquant un peu cette question métaphysique relative à la paix. Oui, au-delà de la métaphysique, je pense que il conclut en clair, quand moi j'ai fini de le lire, que la paix, c'est une problématique difficile à résoudre. Ça reste une problématique. On n'est pas encore dompté ce principe. Il est allé sur la guerre de l'Ukraine, il a parlé un peu du positionnement de la femme, il a parlé donc Si, il a évoqué... Et lorsqu'on rentre dans la question de classe, il estime que bon, quand on va aligner, que ça fonctionnerait. Non, moi je ne pense pas que l'alignement soit la solution. À mon humble avis, l'alignement ne peut que créer une certaine confusion et une absence de répartition. Lorsque tout le monde a tout, alors qui va faire quoi? La société est une dynamique où les rôles sont disposés. Lorsque vous prenez juste l'avion qui décolle, il y a le service au sol. Mais dans le service au sol, il y a plein de choses. Ceux qui vous accueillent, donc les agents de sécurité, ceux qui sont comme toi, il y a les gens de catering, ceux qui gèrent la question, le repas. Donc, il y a tout le travail. Vous regardez, il y a l'aiguilleur du ciel qui est à part, mais qui vous donne l'autorisation de décoller. Il y a maintenant le personnel de bord. Bref, mais comment vous voulez qu'on aligne tout ce monde? Vous regardez dans le personnel de bord, il y a le commandant de bord, il y a son adjoint, donc le pilote et son copilote, et puis il y a le personnel, il y a le steward, le personnel de cabine, qui eux aussi ont un chef. Le personnel de cabine, pour tout montrer que la société est hiérarchisée. Vous rentrez dans une école, il y a le directeur, et il y a les enseignants. Vous rentrez dans une entreprise, il y a le directeur général. Et il y a les directeurs techniques. Donc, comment vous voulez qu'on aligne? Mais lorsque vous rentrez dans le domaine purement technique et scientifique, les morphologies ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, l'homme n'est pas égal à la femme. C'est clair. Après, maintenant, au niveau des droits, oui. On peut, donc, le droit n'est pas créé par Dieu. Le droit est créé par les hommes. Et donc, ça pose déjà la question du conflit entre les hommes et les femmes, les conflits générationnels entre les vieux et les jeunes. Avant, on amenait les enfants au mariage, on leur imposait un homme. Sous l'orage, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, vu ainsi, on peut comprendre que cette paix ne peut qu'être métaphysique, parce que dans le monde des hommes, donc des humains, le positionnement supérieur des uns sur les autres fait que l'un commande, et dans le commandement, le refus de chacun de rester à sa place. Ce qui est en jeu, ce n'est pas parce qu'il y a une gradation dans les positionnements. C'est plutôt le refus de certains d'être à leur place. La société est hiérarchisée. On ne peut pas allier. Pour moi, ce n'est pas possible. Le marxisme, même le communisme dont on parle, que ce soit Karl Marx ou l'état suprême de la lutte des classes,
c'est l'absence des classes. Quand on en arrive là, c'est que dans quel pays les classes ont disparu aujourd'hui? Dans quel pays du monde on a réussi à faire disparaître les classes? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même ni en Corée du Nord, ni en Cuba, qui règlent les reliques de ce système. Mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que ça relève de l'utopie. Finalement, si la paix n'est pas de ce monde, Agapit Napoléon Mafrika, comment vit-on dans cette société? Non, la paix est paix de ce monde. Là, ici, on est en paix, oui ou non? Là, tout de suite, oui. Vous posez la question, je vous réponds. Absolument. Donc, il y a un ordre qui est établi. Et là, tant qu'on va rester dans cette dynamique, on est en paix. On est dans un... En fait, la paix n'est pas l'absence de guerre. De la guerre. La paix, c'est l'acceptation de la condition de chacun au moment où on parle. C'est l'acceptation de cette condition. C'est quand chacun est à sa place qu'on crée le monde de paix. La paix, la guerre résulte, l'absence de la paix ou la guerre résulte donc d'une mauvaise coordination de l'ordre établi, résulte d'une mauvaise perception de son positionnement, résulte d'un refus d'accepter sa place et de rester à sa place. C'est difficile pour ceux qui sont inférieurs de voir ceux qui sont supérieurs à eux. Et ça redistribue justement cette question de... Nul n'est inférieur, nul n'est supérieur. Chacun est à sa place. Donc Dieu a créé les uns pour être, si je dois les caricaturer comme ça, pauvre et l'autre riche. C'est juste une caricature. La pauvreté et la richesse sont des concepts, disons, ambivalents. On ne peut pas, disons, les classer. C'est quoi être riche? On est riche de quoi? De l'argent? Le riche de l'argent qui n'arrive pas à concevoir, il est vraiment riche? Ça, c'est après. Non, au moins, il est à l'abri du besoin. C'est pas après. Puisque dans un couple de riches, où l'enfant ne vient pas peut-être, il peut avoir une situation de guerre. Puisque, en tout cas, une absence de paix. Je parle de l'absence de paix parce que les parents de madame vont commencer par lui mettre la pression. Les parents de monsieur vont commencer par lui mettre la pression. Ce n'est pas si évident que ça. Parce que nous sommes dans une société où l'enfant fait partie de notre... richesse d'ailleurs. Richesse, voilà. Vous voyez le débat sur la démographie. Donc déjà, malgré qu'il soit riche matériellement, il manque quelque chose au foyer, n'est-ce pas? Donc, c'est pour vous dire que ces concepts richesse, pauvreté, tout ça, c'est des concepts, disons, ambivalents. On ne peut pas les classer de manière plutôt sensu en disant le riche ne respecte pas le pauvre, non. Ouais, il y a un artiste, pour ne pas citer Dosso Electric, qui j'aime bien les artistes locaux, et qui parle dans une de ses chansons en louant le travail des cultivateurs, pour dire que c'est grâce aux ouvriers, aux artisans que le riche vit. Que s'il n'y avait pas de pêcheurs, comment il va manger le poisson? S'il n'y avait pas de fossoyeurs, comment il va enterrer ses parents? S'il n'y avait pas de cultivateurs, comment il va manger la pâte? Alors donc, en clair, qui est riche, qui est pauvre? Le jour, vous connaissez la grève des battus. Voilà, dans la grève des battus, vous pensez que les riches étaient à l'honneur? C'est dire que, en clair, chacun a un positionnement. Il suffit simplement que chacun occupe sa place. Et ça fonctionne. Ce n'est pas une affaire de lutte des classes. On n'a pas besoin de lutte des classes. On n'a pas besoin d'alignement des classes. On a besoin simplement que chacun reste à sa place. Et on est dans... parce que rester à sa place voudrait dire quoi? Justement. Que le patron doit pouvoir servir ses employés tels qu'ils sont entendus. Ça veut dire qu'il aurait joué son rôle. Il serait à sa place de patron. Que l'employé puisse faire le travail pour lequel il est recruté, que l'élève reste à la place de l'élève et qu'il ne se positionne pas à la place du professeur. Donc il reste sur son banc et que l'enseignant lui enseigne. Et que s'il n'est pas d'accord, il peut émettre ses avis lorsque l'enseignant lui donne la parole. Mais que l'un ne brime pas l'autre. Non, le brimer veut dire quoi? C'est que si quelqu'un brime quelqu'un, c'est qu'il n'est plus... Ça veut dire que la personne n'est plus à sa place. Donc parce que le rôle de l'enseignant n'est pas de brimer l'élève, c'est de lui enseigner. C'est de l'éduquer, côté instruction. Le rôle d'un chef d'entreprise n'est pas de brimer son personnel, c'est d'être manager, c'est d'être un leader. Mais ce n'est pas d'être un père de famille non plus. Parce que il est manager, il manage l'entreprise et tout ce qui concourt, le capital financier, le capital humain qu'est l'homme, donc la matière qui est vendue. Donc,
l'un ne peut pas prendre la place de l'autre. Parce qu'on dit, bon, le chef d'entreprise, il doit être un chef de famille. Non, le chef de famille, il distribue également. L'entreprise non distribue également. Chacun a sa place. Il y a des bonus, il y a des variables, il y a un certain nombre de trucs. Donc, ceux qui ont mérite doivent pouvoir être mieux traités que ceux qui ne traînent les pas. Selon une règle bien fixée que chacun connaît. C'est ça, être à sa place. Donc, la question de la probabilité de la paix, elle est complexe et le procès l'a reconnu. En évoquant par exemple la guerre russo-ukrainienne. Oui, c'est d'ailleurs la base de son, voilà. de son analyse. Mais je comprends son mal-être. La Russie se sent menacée dans son périmètre. Qu'est-ce que ça garder? Ça n'explique pas ce qu'elle fait. Ça n'explique pas l'agression. Et ça n'explique pas des milliers de morts. Mais l'Occident qui soutient l'Ukraine ne règle pas le problème. Moi, je pense que les réponses données dans cette guerre montrent simplement que le monde est en décadence. À mon avis, la paix résulterait d'un nouvel équilibre mondial. Moi, je pense que je vais quitter l'aspect philosophique pour rester purement dans la réalité. En fait, la première et la deuxième guerre mondiale sont induites par quoi? L'injustice, la mauvaise compréhension, le fait que les gens ne se positionnent pas à leur place. Donc, l'attentat de Sarajevo. S'il y avait une bonne compréhension, on ne serait pas arrivé là. D'accord? Les dérives des nazis de 1939, Hitler et autres, ne devraient pas arriver si le chef de l'État qu'il fut connaît sa position, sa place et rester à sa place réellement. Et ne pense pas que lui, il se met à la place de Dieu pour assainir des races. Et donc, on est toujours dans cette posture de quitter sa place. Chacun a donc à sa posture, à son positionnement. Peut-être c'est difficile de rester à cette place-là, justement, non, selon les conditionnalités. Ça ne doit pas être difficile. C'est ça le travail que nous devons faire. C'est-à-dire que l'humilité, l'acceptation de l'ordre établi devrait permettre que l'enfant ne vise pas à prendre la place du parent. Il sera parent avec le temps. Et le parent va décliner. Il va devenir presque un enfant. S'il a la chance de vieillir, ou la malchance de vieillir, ça dépend. Donc il va décliner. Et ainsi, l'ordre est établi. L'ordre, oui, il n'y a pas un ordre permanent. L'ordre est en perpétuel changement. Et c'est peut-être là que je le rejoins sur, enfin, je ne sais pas s'il est dans la dialectique matérialiste. Donc, tout change, tout bouge, rien n'est statique. Mais là, je suis à l'aise dans cette dynamique-là. Mais je ne pense pas que ce soit une affaire de classe. En 1945, on a cru, d'abord en 1819, après le traité de Versailles, on a créé la Société des Nations, on a fait des dictats à l'Allemagne, on a vu que ça n'a pas prospéré. Les dictats, c'est une domination. Ça ne devait pas fonctionner. Un dictat est mauvais, par exemple, parce qu'il ne donne pas la place à l'autre de donner son avis. Et c'est ce qu'il y a eu, l'Allemagne a eu, ça a voué à l'échec. En 1945, ça a changé, mais les gagnants de 1945 se sont octroyés les Nations Unies et se sont octroyés le droit de veto. Ça, je pense que, ce faisant, il répondait à un ordre de 1945. Mais aujourd'hui, est-ce que le même ordre existe encore? Ça n'existe plus. L'ordre établi en 1945 est terminé. Alors que l'ordre établi en 1945 était basé sur le maintien permanent et durable de la paix. Aujourd'hui, le monde n'est pas en paix, pas parce que Dieu n'a pas voulu que le monde soit en paix. Le monde n'est pas en paix parce que les hommes refusent de se rendre compte que les temps changent et que les Nations Unies doivent faire leur mutation et que la conception du pouvoir doit changer également et que la démocratie ne peut être imposée comme un prêt-à-porter, mais doit résulter d'une construction interne à chaque pays selon le temps et l'évolution, selon la durée dont le pays a besoin pour créer ce système politique autour de quelques valeurs, comme la liberté, comme le choix des dirigeants, comme, enfin, quand je dis la liberté, dans tous les sens, la liberté d'appartenir à un parti politique, d'appartenir à une religion, d'appartenir à... Donc, la liberté d'aller et de venir, mais dans le cadre fixé par la loi. Alors donc, si on en arrive à là, on comprendrait qu'il y aura moins de crises en Afrique parce que la démocratie prête-à-porter venue de la France, pour ne pas la citer, est le responsable de beaucoup de crises.
dans les pays francophones d'Afrique, la France et la Belgique. Vous n'allez pas voir dans les pays anglophones ce désordre particulier, sauf dans un pays comme le Soudan, dont l'histoire se prête volontiers à ce qui se passe aujourd'hui, avec la guerre du Sud et autres. Donc, c'est dans la répartition de ce territoire et d'autres que ces problèmes. Mais dans l'absolu, quand vous regardez les États anglophones, vous allez voir qu'il y a une relative stabilité par rapport contrairement aux États francophones. Donc, c'est là, il faut s'attaquer à ces injustices-là. Ouais, l'extrémisme violent naît de quoi? Autant on le combat, mais il naît de quoi? Mais au moment où on est en train de le combattre, il faudrait qu'il y ait des gens qui essayent de comprendre le phénomène. Des médiateurs mondiaux. Le monde n'a pas de médiateur. On a besoin de médiateurs. La paix ne peut exister que sans médiateur. Or, ces médiateurs n'existent plus. Le secrétaire général des Nations Unies, j'ai suivi M. Guterres, lorsqu'il parlait, je pense, de la journée internationale de la paix. De la paix ou de la démocratie, je sais plus. Oui, de la paix. Les deux sont passés récemment. Tout récemment. Et donc, il parlait un peu du voile. Et il disait que dans certains pays, les gens sont agressés, les jeunes filles, les dames sont agressées pour ne pas les porter. Et dans certains pays, ils sont agressés pour les porter, avec le fait qu'elles les portent. Mais ça n'a pas plu à une certaine presse française qui a s'est déchaînée sur Guterres en disant que mais comment on peut mettre sur la France et tel autre pays sur les mêmes longueurs d'onde. Mais il n'a pas cité. Bon. Alors, ce jour, je me suis dit, mais bon, c'était l'Afrique maintenant, on va dire, bon voilà, que voilà, les régimes sont si, ou bien la presse africaine est une presse non professionnelle, une presse aux abois, ci et ça. Mais lorsque la guerre ukrainienne, on a fermé les frontières de l'information aux médias russes. Les médias russes ne pourraient plus arroser l'Europe, alors que normalement, on doit compter sur le discernement des populations. Mais ça veut dire quoi? Que ce qu'on reproche à d'autres, c'est cette suprématie naturellement imposée par certains qui crée la guerre. Parce que ceux qui imposent la suprématie ne sont plus à leur place. Ils s'autorisent, ils s'octroient des places qui sont loin d'être celles de la bourgeoisie comprador, mais des places de dominateurs, des places d'impérialistes, hein, d'oppresseurs. Et lorsque les gens s'octroient ces places d'oppresseurs, on n'est plus dans l'humanité. Or, il faut créer les conditions de l'humanité pour que règne la paix. C'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre. Et comme dit le préambule de l'UNESCO, c'est aussi dans l'esprit des hommes que doivent être érigées les barrières pour la paix. Donc, en clair, les hommes doivent penser paix. Ce n'est pas une affaire de Dieu. Dieu accompagne les yeux. Dieu a créé l'homme à sa nature, a-t-on dit. Oui. Donc l'homme est le régent de l'univers. Et si l'homme est le régent de l'univers, c'est à l'homme de créer les conditions. Dieu nous a donné tout. Il a créé l'univers, tout. Et donc il a dit de disposer de la nature. Puis en disposant de la nature, il ne faut pas la détruire. Et il faut construire. Bien sûr. Or, en fabriquant les armes, est-ce que c'est pour construire ou pour détruire? Voilà les bonnes questions. Comme je le dis, le droit de veto aux Nations Unies ne permet pas de construire. Les pays qui ont le droit de veto, ces seuls pays, l'équilibre du monde n'est plus établi sur ces pays-là, par exemple. Certaines conceptions de liberté ou de libertinage ne permettent pas de créer une société d'harmonie. Et ainsi de suite. Il y a à dire simplement que les Nations Unies sont dépassées. Leur relais dans nos pays, regardez, la CEDEAO prend des décisions, mais il y a des États qui sont là, qui ont pris les mêmes décisions, qui sont là, qui ont voté pour cette décision, mais qui sont passés à gauche. Et de l'autre côté, ils font d'autres déclarations et ils fonctionnent autrement. Ça pose un problème. Est-ce qu'on est à sa place? Justement, c'est là où j'en venais pour ma dernière question sur ce sujet. Si chacun restait à sa place, vous êtes sûr que l'équilibre serait respecté? Exactement. Dieu a créé d'abord l'homme, il a créé la nature, il a créé la femme. Est-ce qu'il y a un ordre? N'était pas là. Oui, il y a un ordre là. La nature, l'homme et la femme. Comme je le dis toujours, il y a un alignement. Cet alignement est spirituel, c'est vrai. Mais on doit le traduire dans le réel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de brimer l'un pour avoir l'autre. D'ailleurs, le prochain, il a évoqué la situation de la femme. La posture qu'on veut donner aux femmes. Et, oui, mais
dans l'absolu, comme je le dis toujours, malgré tous nos grands discours de promotion de la femme, de sur ça, mais regardons le monde entier. Aux États-Unis, on n'a pas encore une seule femme. Depuis la Constitution de 1789 ou bien 1792, il n'y a pas une seule femme présidente de la République là-bas. Bon, ça évolue maintenant, on a une vice-présidente. Mais il n'y en a pas eu. Le droit de vote des femmes en Europe, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un ordre établi au départ qui n'est rien de l'oppression contre la femme ou quoi. Il y a un ordre établi. Pourquoi la tête vient avant les pieds? Il y a un ordre établi dans la morphologie humaine. Pourquoi vous portez des seins? Je n'en porte pas. Parce qu'il y a un ordre, il y a également une différence entre nous. Oui. Après, il y a un certain nombre d'équilibres à essayer d'organiser dans la société pour que nous soyons tous des humains. Mais lorsqu'on a réglé la question de l'humanité, chacun doit rester à sa place. Dans son couloir. Donc, pour moi, lorsque on parle de l'homosexualité, par exemple, je trouve que nous touchons à des choses où on n'est plus, les gens ne sont plus à leur place. À mon avis, je suis désolé, je n'ai pas envie de heurter des sensibilités, mais j'estime quand même que la notion de la famille, si les gens sont libres de s'unir, lorsqu'on amène la famille à l'intérieur, donc la procréation, l'éducation de l'enfant, je pense que nous créons tout type de situations qui ne sont plus dans l'éthique de vie et donc ne sont pas des situations pour créer la paix, à mon humble avis. On n'est plus aux places, les choses ne sont plus à leur place. Les hommes qui veulent s'accoupler, bon, libre à eux peut-être, parce qu'on a créé le droit. Oui. Mais si on restait à la morale, je ne pense pas. Alors, la morale ne va pas tout réussir. L'injonction de Dieu à l'homme au jardin d'Éden, c'est la morale ou l'ordre, ou la loi. La paix résulte-t-elle de la morale ou du droit? La paix résulte de la morale. C'est-à-dire quoi? C'est lorsque chacun comprend jusqu'où va l'étendue de son ego, et ça s'est arrêté pour savoir que l'autre doit vivre aussi et que l'autre aussi a un ego. C'est lorsque chacun connaît sa place que la paix existerait. Il y aura un brin de droit dedans quand même. Hein. Je dis, pour moi, ce n'est pas le droit qui maintient la paix. Le droit crée des situations qui plutôt sont chrysogènes. Parce que tout droit limite d'autres droits. Absolument, oui. Tout droit créé limite d'autres droits. Et donc, énerve une partie de l'humain. Et dès que quelqu'un est énervé, on n'est plus en instance de paix. Donc, la problématique de la paix, c'est toute la valeur morale. C'est la portée morale de nos actions. C'est le positionnement moral par rapport à notre vivre ensemble. Il ne peut pas y avoir guerre lorsque vous êtes seul. Non, il faut être deux. Il peut y avoir à l'intérieur de vous une sorte de contradiction, Mayamagboa. Donc, cette dualité dans une action à mener où je me pose beaucoup de questions. Mais la réalité de la paix, c'est d'abord entre au moins deux personnes. Oui. Et en la matière, lorsque chacun reste à sa place, il n'y aura jamais une menace à la paix. C'est un chantier assez vaste. On saura tout dire là-dessus le temps d'une émission Agapite Napoléon Mafricain. Peut-être qu'on va revenir là-dessus pour d'autres développements, mais on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le décryptage ce dimanche, que je vous remercie donc d'avoir suivi. Juste derrière, ce sera votre programme Nguyen Bassa avec l'équipe de Dassejo. Vous pouvez retrouver le décryptage en nouvelle diffusion sur d'abord ce lundi après le bulletin de la mi-journée et également sur nos canaux digitaux, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct sur notre application iOS et Android Etele Benin, Etele avec vous, pour vous.